J'essaye l'aventure et je me lance à fond et je charbonne pour vivre de ça et vivre que de ça et vivre que de mes suivis. Les gens ils captaient de suite ouais t'as un accent. Et je me suis dit ça va compliquer la communication sur les réseaux. Les gens ils vont voir que je suis pas français, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand tu aides quelqu'un, t'as toujours cette flamme tu vois de dire en fait ce que je fais ça sert vraiment à quelque chose. De toute façon je savais que ça allait marcher. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une belle rentrée. Petite interruption avant de vous laisser découvrir cette discussion passionnante et surtout hyper inspirante entre Brian et Simon pour vous informer que ce dimanche 8 septembre, on organise une masterclass en live. Comment utiliser le même système que plus de 250 kinés pour te permettre de gagner plus en travaillant moins au cabinet, avoir plus de temps libre et être plus épanoui dans ton activité. Tout ça sans diminuer la qualité de tes soins et sans être obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Donc pour t'inscrire, c'est très simple, c'est gratuit. T'as juste à cliquer sur le premier lien en description de l'épisode. Par contre, il n'y aura pas de replay, ça c'est sûr et certain. Donc si tu ne t'inscris pas ou que tu n'es pas là, bah c'est quand même dommage. Bref, c'est parti pour l'épisode. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Brian. On est dans un endroit un petit peu particulier. Comme vous voyez, on n'est pas chez nous à Rennes, on est à Nevers. On vient de participer à la deuxième édition du symposium à Nevers, du coup, qui est organisé par Formapi. Et du coup, Brian, tu donnais des workshops à ce symposium pour recontextualiser un petit peu. C'est un événement unique en France qui rassemble en fait plein de coachs de différentes régions de France et où chaque coach va avoir des workshops à présenter sur des thématiques particulières. Ça peut être la mobilité, ça peut être la force, ça peut être la partie nutrition, la partie psychologique, tout ça autour du sport globalement, et c'est un public plutôt prépa physique, coach sportif qui viennent à ce séminaire. Et donc, tu as pu participer à ce symposium avec 4 workshops plutôt sur la force athlétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu es arrivé ici, justement ? Ouais, écoute, finalement, il y a David finalement, qui organisait l'Elite Training Symposium, qui a trouvé mon compte sur Insta. Le contenu lui a plu et il a vraiment pensé que ça allait être une plus-value de m'amener sur l'événement pour divulguer autour de la force, donc sur différents axes, sur l'aspect mobilité, prévention de blessures, un peu sur le contenu que je peux divulguer sur Insta et pouvoir finalement partager un peu échanger et avoir quelques réflexions avec les intervenants, avec les participants. Donc il m'a contacté, en plus il m'a dit que vous serez là, donc je me suis dit ça va être l'occasion aussi de se revoir. Donc écoute, c'est cool. Ok, et du coup, qui tu es finalement pour te présenter un petit peu aux gens, qu'on comprenne un petit peu plus le contexte général. Donc tu nous as parlé d'Instagram. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec cette plateforme ? Du coup, moi, c'est Brian, je suis kinésithérapeute. Je suis diplômé 2021, j'ai fait mon école de kiné à Toulouse. Et en fait, j'ai travaillé pendant 2 ans en cabinet, en assistanat, en cabinet, dans un cabinet du sport. Donc voilà, tout qui se passe très bien, super cabinet. Mais finalement, je vois que je continue à me former et petit à petit, toutes les choses que j'apprends en formation, je me sens un peu limité pour les mettre en pratique. De par les contraintes qu'on a parfois sur notre métier, en termes de temps, en termes de retour sur investissement, sur l'énergie aussi qu'on va investir dans ce qu'on fait, finalement on y voit peu de bénéfices aussi parfois de la part de la reconnaissance des patients ou même d'un point de vue économique, mine de rien c'est important, c'est ce qui nous donne à manger. Et finalement je me suis questionner sur ma façon de travailler, voir si je pouvais pas aborder les choses d'une autre façon pour pouvoir intégrer tout ce que j'ai appris en formation et tout ce dont j'ai envie de mettre en place chez les patients pour qu'ils aillent mieux, mais qui finalement, je retrouve aussi un équilibre de ce côté-là au niveau retour sur investissement. Ok. Donc c'est assez impressionnant parce que au final aujourd'hui en 2024, t'es sorti de l'école en 2021, c'est en 3 ans, même pas complet. C'est extrêmement rapide. Comment finalement t'en es arrivé à avoir ce constat, on va dire, de manière aussi rapide ? Est-ce que tu l'avais déjà anticipé avant la fin de l'école ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pendant le Covid, à part vous qui commenciez aussi vous êtes lancé ou ça a un peu plus explosé pendant le Covid, je suivais aussi des kinés qui bossaient un peu comme ça en Espagne, à distance. Et il y avait déjà, je pense, un peu l'idée du distanciel et du déconventionné un peu au fond de ma tête. Et en fait, petit à petit, quand je me suis rendu compte des différents problèmes que je pouvais avoir ou des limites, en fait, la remise en question est arrivée très vite. Donc je pense que finalement, on se remet tous en question plus ou moins dans certains moments de façon plus ou moins importante. Et moi, c'est vrai qu'à la fin de ma formation en kiné du sport, j'avais envie de mettre en place plein de choses. Et cette frustration, un peu cette frustration de sensation de putain, j'ai plein d'outils pour aider mes patients et je ne peux pas les mettre en place. C'était une remise en question plutôt personnelle ou plutôt du système? Des deux. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à adapter tout ce que je sais à pouvoir le mettre en place de façon efficiente, ou est-ce que je subis un peu les contraintes du système? Donc, du coup, ce que j'ai essayé, c'est de jouer sur les deux plans, de dire, ok, le système, en fait, je ne peux pas le changer directement. Moi, j'ai très peu de leviers pour pouvoir jouer dessus. On peut se syndiquer, on peut faire plein de choses, mais finalement, de mon action individuelle, j'ai pas de levier pour vraiment avoir une action directe. Donc, pourquoi pas chercher à travailler autrement, en fait. Chercher une autre voie. Okay. Et c'est là où j'en suis arrivé, du coup, à m'inscrire à la TT School. J'ai vu ce que vous proposiez et je me suis dit, je vais me former avec des gars qui sont déjà passés par ça, qui ont déjà vécu les problèmes que je vais vivre et que, du coup, peuvent m'aider à m'apporter des solutions pour, pas directement, mais pouvoir trouver des solutions plus facilement ou de me guider vers le bon chemin, disons. Qu'est-ce que tu te disais avant de penser que cette idée soit dans ta tête parce qu'il y avait quelque chose en face? Qu'est-ce que tu te disais dans ta pratique au cabinet? Comment tu envisageais ton futur d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce que tu ressentais comme émotion, qu'elle soit positive ou négative par rapport à ta pratique? En fait, je voyais une sorte de plafond dans mon évolution. C'est-à-dire que moi, avant de m'intéresser à tout cet aspect déconventionné, en vrai, l'ambition la plus grande à laquelle tu peux arriver en tant que kiné, soit tu travailles dans un club et tu arrives à travailler dans le club où vraiment tu souhaites bosser. Moi, ce n'était pas le cas. Dans la pratique de libéral, l'ambition la plus grosse que tu peux avoir, c'est avoir ton cabinet, monter ton équipe, ce qui est déjà très bien. Mais finalement, je voyais que les titulaires de mon cabinet avaient aussi certains problèmes et certaines problématiques où je me dis finalement, est-ce que c'est si bien ou est-ce que c'est une si grosse évolution d'être titulaire d'un cabinet? Donc je me suis dit, est-ce que ça doit s'arrêter là, ça doit se limiter là, et je vais faire tout ce travail pour en arriver que ici. Pourquoi pas faire quelque chose de plus grand où je puisse aider encore plus de gens, ou vraiment mettre en place tout ce que je peux pour pouvoir aider les gens indirectement ou directement. Okay. Donc c'est un peu plus sur l'ambition d'aller au-delà de ce plafond. Ok. Et d'un point de vue, tu vois, sur l'aspect vraiment pratique du métier, qu'est-ce que tu ressentais au quotidien quand t'allais bosser? Comment tu voyais la chose du coup? Je travaillais dans un contexte assez favorable, franchement, au cabinet où on prenait un patient par demi-heure, franchement, une bonne prise en charge. Donc content quand même d'aller au travail, mais c'était l'aspect du retour. Je sentais que j'avais pas assez un retour de la part de la reconnaissance des patients ou de l'adhésion au travail qu'on faisait, alors qu'on essayait de vraiment faire adhérer le patient aux exercices qu'on lui donnait. On sentait que lui, il ne voyait pas trop de valeur aux soins, même quand les résultats étaient là. Donc frustration de ce côté-là, surtout, je dirais. Mais sinon, assez content quand même d'aller travailler au cabinet. Il y avait des jours où c'était plus dur, où c'est pas que je voyais pas de sens à ce que je faisais, mais je me demandais un peu où est-ce que ça m'amenait. Ok. Est-ce qu'il y a justement, tu te posais déjà des questions, pas mal à cette époque-là. Est-ce qu'il y a un événement où tu t'es dit, ok, là, c'est sûr que je vais, alors, pas forcément faire du hors nomenclature, mais c'est sûr que je vais faire autre chose. Tu vois, un truc où vraiment une action, un patient, un truc, tu vois, comme ça qui fait tilt. Pas de souvenirs négatifs,
C'est-à-dire quelque chose où je me suis dit j'en ai marre, je vais commencer à faire autre chose. Parce que tout l'aspect négatif s'est installé un peu progressivement au fur et à mesure que je découvrais les problèmes qu'on peut avoir dans notre métier ou même dans ce système en France. Mais plutôt des expériences positives où, en gros, le cabinet où je travaillais était à côté de ma salle de sport. Et c'est la salle de sport où, du coup, je travaillais dans la force athlétique, où il y avait pas mal de forceux à Toulouse qui s'entraînaient. Donc j'en ai commencé à avoir pas mal au cabinet et ce qui s'est passé c'est que tout simplement suite aux séances, moi je leur donnais du travail à faire à la maison et en fait on se rendait compte qu'on pouvait diminuer la fréquence des séances et tout le travail qu'ils faisaient en fait eux de leur côté, ça marchait très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas développer cet aspect distanciel et pouvoir aider non seulement les forceux qui étaient dans la salle d'à côté, mais ceux qui étaient à l'autre bout de la ville ou même ailleurs en France. Et en fait c'est comme ça, en voyant que ça marche bien, ce type-là de travail, que je me suis dit, il y a quelque chose à développer de ce côté-là en force athlétique. Ok, et donc ça, tu te rappelles un peu la temporalité? C'était vers quand? Donc ça, c'était courant. J'ai commencé à avoir des forceux au cabinet courant début 2022. Ok. Où vraiment, je commençais à en avoir pas mal tout au long de l'année 2022-2023, jusqu'à arriver début 2023. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la TT School. Donc, si je récapitule, en fait, tu es sorti de tes études, tu t'es confronté au système directement, tu as vu qu'il y avait entre guillemets, des choses qui ne te plaisaient pas et qui ne te convenaient pas. Tu avais déjà cette volonté de pouvoir changer un truc dans ta pratique, toi, pour trouver quelque chose qui te convienne, c'est ça? Ouais. Et donc, tu as commencé par travailler dans ton sport, ce qui est hyper passionnant, et de nombreux kinés choisissent cette voie-là parce qu'en effet, c'est très stimulant. Et donc, tu t'es rendu compte tout au long de cette année 2022 que de pratiquer ton métier, ton art avec une population que tu côtoies et que tu aimes bien, donc les forceux, c'était potentiellement possible aussi à distance parce que tu l'avais déjà mis en pratique, toi au cabinet, de manière un petit peu hybride, on pourrait dire. Et donc après, en 2023, tu avais déjà cette volonté, c'est ça si je comprends bien, de créer quelque chose à distance, et c'est la raison pour laquelle tu as rejoint la TT School. Ouais, c'est exactement ça. Mais je sentais que vraiment pour eux, je leur apportais une plus-value parce que finalement, je pratique ce sport, je comprends d'un point de vue physique ce qui se passe, je sens très bien dans les mouvements qu'on fait, là où il faut amener de la contrainte, quel type de qualité il faut développer. Mais aussi, je comprends les problèmes plus d'un point de vue, pas émotionnel, mais je connais un peu mieux la communauté, je sais ce que ça veut dire quand il y a un médecin qui nous dit non, allez, là, t'arrêtes tes entraînements en fait, pendant 2 semaines. Je sais très bien que la place du sport dans sa vie est très importante et qu'en fait, il y a d'autres solutions qu'on peut trouver. Et finalement, mon but, c'était de leur apporter ces solutions-là pour qu'ils puissent continuer à pratiquer sans douleur. Et en effet, c'est à ce moment-là, je crois que vous avez lancé la TT School en janvier-février, qu'on a commencé à ce moment-là. Et moi, dès le début, je me suis dit, je pense que les réseaux, ça peut être une bonne idée pour commencer à lancer mon activité. Et finalement, si je veux atteindre du monde en France, en vrai, je pense que même si c'est pas facile, c'est la voie qu'il faut prendre pour plus travailler et atteindre plus de gens. Et voilà, même si c'était pas facile au début, petit à petit, on s'y habitue et finalement, là, ça va. Hein. On va revenir là-dessus, c'est intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est particulier d'avoir quelqu'un qui sait déjà exactement ce qu'il va faire dans la TT School et la façon dont il va le faire. Toi, c'était très clair. Tu voulais faire de la force athlétique et promouvoir, on va dire, ton travail via les réseaux sociaux pour d'abord aider les gens au maximum de manière en diffusant de l'information et du contenu, pédagogiquement, on va dire. Et après en proposant potentiellement tes services. Et du coup, tu disais que c'était pas forcément facile de s'exposer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Quels obstacles t'as rencontrés et t'as dû surmonter avec ça? Par exemple, quelque chose qui revenait très souvent, c'était le fait de se montrer sur les réseaux. Moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème, montrer mon visage. Moi, ma plus grosse barrière, c'était la barrière de la langue. Du coup, tu sais que je suis andorran. Je suis pas francophone de base. J'ai appris le français à l'école. Et moi, je viens d'Andorre. Là-bas, on a plutôt un accent espagnol quand on parle français, un accent andorran. Et en gros, quand je suis arrivé en France, là, j'ai l'accent du Sud, ça va, j'étais 8 ans à Toulouse. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en France, les gens, ils captaient de suite, t'as un accent. Et je me suis dit, ça va compliquer la communication sur les réseaux. Les gens, ils vont voir que je suis pas français, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parfois, en cours, quand je parlais, les gens, ils se retournaient un peu en mode, lui, d'où il vient?
Donc je me suis dit, ça va être compliqué de communiquer sur ça. Et finalement, en fait, non, je me rends compte que pas tant que ça. J'ai juste l'accent toulousain. Je l'ai adopté. Voilà. Ok. Et c'est un peu la barrière de me dire, voilà, le français, c'est pas ma langue maternelle. Parfois, voilà, j'utilise pas tout à fait les mots qu'il faut utiliser, mais finalement, j'arrive à transmettre le message. Et à la fin de la journée, ben, c'est le plus important. Ok, donc t'es bilingue Ouais, ça va. espagnol, Je me débrouille. français, quoi. Ouais. Bon, français, t'es très Oui, très oui. bon, je pense. Ça C'était va. meilleur en espagnol qu'en français? Ouais. Ah bon, ça va, je pense qu'on peut dire que t'es bilingue. C'est ça. Du coup, ok. Pourquoi t'as choisi la France pour parler de la force athlétique, du coup? Ben, tu sais, ouais, en Espagne, il y a du monde déjà, mais je voyais qu'en France, ben, je connaissais déjà un peu de monde Ok. et que je me suis dit, ben, je vais commencer ici. Au moins, s'il y a des événements en présentiel, je peux me déplacer en France, c'est plus simple. Donc, je me suis dit, je vais commencer en France. Ok. Et, ouais, voilà. Très intéressant. J'aurais très bien pu commencer en Et du Espagne coup, aussi, c'est mais- intéressant, c'est déjà développé cette pratique, entre guillemets, en Espagne. Mais en fait, en Espagne, comme il y a des kinés qui travaillent en déconventionné, Ok. et qu'en général, l'écart entre les kinés qui travaillent en conventionné, enfin, avec les mutuelles et en déconventionné, il y a un écart de soins qui est déjà très marqué au niveau de la qualité. Ben, il y a déjà des kinés qui sont orientés vers cet aspect-là déconventionné, que ce soit en présentiel ou à distanciel. Et c'est vrai que depuis 2018-2019, j'ai le souvenir de voir déjà sur les réseaux des Ok. kinés qui travaillent en distanciel, plus dans les sports de force, parce que ça s'adapte bien au distanciel bien sûr, finalement. bien C'est- sûr. Très intéressant. Ouais. Selon toi, pour rester sur cet aspect distanciel, tu dis que ça s'adapte bien au sport de force, quelles en sont les limites? Forcément, au niveau du bilan, il y a des choses que j'aimerais mieux mettre en place, voire mettre en place sur les différents tests. Donc, on pourra déjà palper, même si c'est pas peut-être l'outil de bilan le plus important. C'est quand même important et ça fait partie de notre bilan. Certains tests où on oppose de la résistance manuelle ou autre, si on veut tester la force sur un dynamo, ben ça va être compliqué. Et finalement, en distanciel, ben c'est vrai qu'on arrive à tester pas mal de choses et à déjà trouver des indicateurs qui nous donnent des infos par rapport au bilan, à notre diagnostic. Mais c'est vrai qu'en présentiel, on en a plus. Après, c'est ce que... Quand les gens me demandent toujours ouais, pourquoi tu ne choisis pas de travailler en présentiel et tu préfères le distanciel, même pour les pratiquants, je trouve que si maintenant, imaginons toi, tu es, un athlète de force athlétique. À côté de chez toi, tu as un kiné qui peut être en présentiel, mais qui ne connaît pas du tout le sport et qui, en plus, ben, peut-être n'utilise pas, disons, les meilleures thérapies qui te conviendraient. On va dire ça. Et que tu as un mec Fait en de l'électrochoc, distanciel. quoi. Voilà. Et un mec que tu as à distance qui comprend les demandes de ton sport, mais qui ne peut pas te toucher, ben, en vrai, je pense que tu es plus gagnant à bosser avec quelqu'un qui comprenne ce que les mouvements qui te posent problème représentent chez toi et vers où il va falloir t'amener, qu'un mec qui va te donner un traitement standard. Donc en gros, si tu pèses le pour et le contre, je vois quand même plus de pour. Après, si à côté de toi, tu as un mec qui bosse en distanciel, qui connaît le sport, qui bosse bien, ben en soi, ça remplit toutes les cases. Donc voilà. En gros, Donc je dirais la partie bilan, ouais, surtout le bilan. Après, sinon, le reste, c'est vrai que oui, la thérapie manuelle, ça peut être bien sûr efficace et utile sur certaines phases de traitement. Mais je trouve qu'on peut très bien travailler sans, même si c'est toujours un complément intéressant. Et d'ailleurs, j'en vois mes patients bosser de l'ATM de façon un peu moins spécifique, si besoin. ok. Donc tu rediriges, Ouais. t'hésites pas à rediriger pour avoir ce combo finalement entre de la thérapie qu'on pourrait appeler hands-off Ouais. et du hands-on avec de la thérapie aussi passive Exactement. qui a tout son intérêt en effet dans la prise en charge de quelqu'un qui souffre de douleur. Exactement. Ok, hyper intéressant. Si on fait un petit retour en arrière, on se situe au moment de tes études ou même avant, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir kiné et qu'est-ce que tu pensais du métier de kiné justement avant de rentrer à l'école et pendant l'école? Comment tu voyais ça? Ouais. Comment je me suis retrouvé en kiné? Ben, Ouais. un peu par hasard. Comment tu t'es retrouvé en kiné en France? Ouais, un stage de troisième. Ok. Un stage de troisième. Je savais que je voulais travailler dans le sport, dans la santé. C'était les domaines d'activité qui m'intéressaient. Mais en gros, je ne connaissais pas trop les différents domaines. Et ma grande sœur allait chez le kiné à ce moment-là. Ok. Elle s'est jamais blessée de sa vie. Et à ce moment-là, elle s'est fait une entorse aux chevilles. Ok. Et en gros, elle est allée chez le kiné. Elle m'a dit, bon, ben, tu pourras aller chez le kiné faire un stage. Et en fait, je suis allé en troisième, ça m'a plu. Et je me suis dit, ben, je vais partir sur ça. Donc, qu'est-ce que je pensais? Alors, en troisième, je me posais pas trop de questions. Et je me suis dit, bon, c'est un métier quand même où on voit que j'aurai une certaine stabilité d'un point de vue économique. Mais c'est surtout ce qui me plaît. Je suis au contact des gens, donc je les aide à se soigner.
ça me plaisait. En fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte des bénéfices d'un point de vue travail. J'étais en stage où il y avait des kinés qui gagnaient très bien leur vie, où finalement les horaires de travail ça allait. Mais bon, en première année, tu te rends pas compte qu'ils travaillent peut-être pas très bien. Enfin, pas que j'étais en stage en première année, mais les premières années, je voyais des choses où tu es moins conscient de ce qui va pas. Et petit à petit, tu avances dans tes études et tu fais des stages et tu te rends compte des différents problèmes. Donc en fait, on roule pas sur l'or. L'image des patients, voilà, vous avez publié les vidéos là, de combien gagne un kiné par mois. Enfin, les patients ont une image de nous où la séance est à 50, 60 euros. Et en fait, ils se rendent compte que non, ça se passe pas comme ça. On investit beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur notre travail. Et après, le retour sur investissement, encore une fois, je trouve qu'il n'est pas équitable. Une fois on travaille bien et on met de l'effort. Donc en fait, c'est dommage parce que il n'y a rien qui va. Il y a tout qui est à l'envers. Moins bien on travaille, moins d'heures on travaille, mais peut-être mieux on gagne notre vie. Alors que quand on cherche à bien travailler, soit on fait le choix de moins bien gagner notre vie, soit on doit y passer des heures. Donc en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Bah oui, c'est clair. Tu prêches un convaincu. Là. Ni pour nous, ni pour les patients. Ça tire en effet tout le monde un petit peu vers le bas en dégoûtant les différents les différents passionnés du métier. Bah ouais. Souvent, j'ai tendance à dire que pour moi, quand tu sors de l'école de kiné, que tu as envie de bien faire ton travail, tu vas durer 8-10 ans. Ouais. Et au bout de cette durée, tu vas être face à un choix, comme tu dis. Soit tu t'es passionné et voilà, tu continues, mais c'est hyper frustrant. T'es tout le temps vraiment frustré de ton travail. Il y a toujours un truc qui te dit putain, c'est injuste, c'est pas normal et tout. Ouais. Et du coup, il y a une part de malheur, tu vois, qui t'envahit forcément parce que t'as toujours ce sentiment-là. Soit tu te dis, bah vas-y, c'est mort, t'es un peu dépité, on va dire, et dans ce cas-là, tu fais ton taf et tu es moins passionné, tu y vas par, entre guillemets, pour manger, quoi. Taf alimentaire, forcément, ça peut amener des problématiques, tu as moins envie de te former, c'est normal, au bout de 10 ans, tu as 30 ans, tu commences à 35, tu as des gosses, tu as envie de passer du temps en famille, tu te rends compte que si tu veux passer du temps en famille et te former et te donner le meilleur pour tes patients, tu vas pas forcément bien gagner ta vie, et ça c'est un problème. Et sinon, après tu te dis, vas-y, foutu pour foutu, nique sa mère, je vais voir du monde, et puis tu subis, ma qualité de soins va se dégrader un petit peu, puis petit à petit ça se dégrade de plus en plus, et après tu fais de plus en plus n'importe quoi. Alors c'est à la fois la faute pour moi de ces personnes-là, 100% de leur faute, mais c'est aussi 100% de la faute du système qui, d'une, le permet, et de deux, l'incite un petit peu quand même, tu vois, d'un point de vue, si on regarde l'aspect financier. Clairement. En fait, moi je me disais, je me forme, je continue à me former, je considère que j'ai des bons résultats avec mes patients sont satisfaits de ce que je fais. Moi, je suis satisfait de ce que je fais aussi. J'ai pas envie de faire le choix plus tard entre devoir moins bien bosser ou devoir bien gagner ma vie. Et je comprends que le deuxième choix se fasse, parce que quand là je suis pas confronté à ces problèmes-là, mais quand tu veux acheter une maison, tu as des enfants, les charges augmentent, et à un moment donné, c'est facile de passer sur le deuxième choix. Et je comprends, je le partage pas tout de suite, de mon point de vue, de mon vécu, mais comme tu dis, cette personne-là, elle subit un peu les contraintes qu'on lui impose le système. Donc en fait, j'avais de plus en plus peur de devoir faire un choix. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va trouver des façons où je puisse avoir les deux. Détourner. Ouais. Ok. Et du coup, donc là, ça fait... on a bien vu le passé, on a compris pourquoi tu voulais être kiné. Déjà, je pense que 98% des gens qui veulent être kiné, c'est d'une part pour aider les gens. Tu vois. Et je pense que malgré ce qu'on peut croire aussi, le fait de partager sur les réseaux sociaux, ça permet aussi d'aider des personnes. Il y a du très mauvais, il y a du très bon, il y a du moyen, et tout ne va pas être utile, mais il y a quand même des choses. Mais il y a l'intention d'aider derrière. Donc. Et du coup, donc,
tu as fait, on a vu un petit peu pendant ces années 2021 à 2023 comment ça s'est passé. Et du coup, là, comment ça se passe aujourd'hui? Quel est ton mode de pratique, du coup? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé une fois que tu as commencé à faire ce choix et à rentrer vraiment à 100% dedans, quoi. Comment ça se passe? Donc j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, j'avais déjà quelques témoignages des patients qui venaient avec moi en présentiel autour de la force, donc forcément qui ont pu m'aider en parlant à des amis ou autres. Donc j'ai commencé à divulguer sur les réseaux courant février, assez vite, quand on a commencé la TT School. Je crois que j'ai eu mon premier suivi à distance en avril. Mon deuxième en juin, et à partir de juillet, ça a commencé à monter petit à petit jusqu'au 7-8. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, on déménageait de ville avec ma compagne. Et là, j'avais 2 mois devant moi de déménagement, vacances. Je profitais pour prendre du temps off et pour pouvoir bosser du coup sur les suivis. Et en fait, j'étais à ce moment-là confronté au choix de... Voilà, j'arrive dans une nouvelle ville, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un nouveau cabinet? Est-ce que je prends un nouveau cabinet et après je vais devoir passer à une mi-temps, demander une mi-temps pour pouvoir faire passer avec les suivis? Ou est-ce que, vas-y, j'essaye l'aventure et je me lance à fond et je charbonne pour vivre de ça et vivre que de ça et vivre que de mes suivis? Quelle question tu t'es posée à ce moment-là? Ouais. Quel était le bon choix, quel était le choix qui allait me correspondre par rapport à mon niveau de vie, par rapport à mes envies, par rapport à ma situation actuelle. Et c'est ça qui l'a déterminé. En ce moment-là, j'ai pas d'achat, j'ai pas d'enfant. En fait, il fallait prendre le risque. C'est le moment de ma vie où il fallait que je prenne le risque. De quoi t'avais peur potentiellement? Que ça marche pas. Ok. Que ça marche pas, que... Ouais, soit... De toute façon, je savais que ça allait marcher. Je savais que ça allait marcher parce qu'avec l'implication que je mets dedans et les retours que j'avais, je me dis, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça va finir par marcher. Donc j'avais cette conviction-là. Et de toute façon, j'allais mettre tout de mon côté pour. Donc de toute façon, moi, je veux juste pas avoir de regret de ne pas l'avoir essayé. Et c'est ça, finalement, qui m'a fait prendre ce choix. Qui était finalement peut-être risqué, mais finalement, même si j'avais des peurs par rapport à ce fait-là, que ça ne marche pas, au pire, la pire situation, c'était ok, ça marche pas, je reviens en cabinet et tout se passe comme avant. Et ok, c'est pas si mal que ça. Il y aura peut-être une autre opportunité après. Mais finalement, le pire, c'était pas si pire. Donc, c'est vrai qu'en kiné, on se rend pas compte, c'est qu'on a entre guillemets un parachute qui est incroyable. C'est que demain, tu veux arrêter tout ce que tu fais, retourner bosser, t'as du travail, mais où tu veux, enfin, pas où tu veux en France, mais quasiment partout. Et ça, c'est une vraie chance. Qu'est-ce qu'en pensait ta compagne de... Comment est-ce qu'elle t'a aidé dans cette décision? Parce que souvent, c'est quelque chose qui est pas forcément banal comme façon de faire, façon de fonctionner. C'est pas très fréquent encore, je dirais. Et du coup, forcément, quand c'est pas fréquent, ça fait peur. Et des fois, t'as beau être vraiment très déterminé, ça peut aussi forcément stresser ton entourage. Comment, même tes parents, tu vois, peut-être aussi. Comment est-ce que ton entourage a réagi à cette décision? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Est-ce qu'ils étaient... Enfin, comment ça s'est passé? Alors, ma compagne est kiné, mariée est kiné, et du coup, c'est vrai qu'elle comprenait mes problèmes parce qu'elle les vit finalement tous les jours. Et elle me connaît, elle sait que j'aime bien faire les choses et que si je suis dans un entourage, un système qui ne me laisse pas bien faire les choses, je ne vais pas être 100% heureux. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que je sois épanoui, forcément que je réussisse, mais surtout que je sois épanoui dans ce que je fais. Donc en fait, dès le début, elle a soutenu ma décision. Forcément, elle était prête à m'aider si ça ne marchait pas, mais de toute façon, moi, depuis le début, je lui ai dit... De toute façon, je vais faire en sorte que ça marche. Donc, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter de ce côté. Exactement. Je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, ça va passer. C'est sûr que ça va passer. Donc non, sur ce côté-là, j'ai toujours eu son soutien. La semaine prochaine, d'ailleurs, je fais mon premier séminaire. Elle vient m'aider à tout installer. Donc, c'est cool. Sur ça, c'est un amour. Et non, sur ça, elle m'a toujours soutenu. Mes parents, c'est tout bête, mais je leur ai dit assez tard. J'avais honte de leur dire que j'étais sur les réseaux, que je communiquais et tout. Ah, ils ne savaient pas, du coup? Ouais, ils ne savaient pas. Ouais. Et ta sœur? Ils ne savaient pas. Et ma sœur, pareil. Elle ne savait pas non plus? Elle ne savait pas. C'est excellent, ça. J'avais trop. Ils parlent français? Oui. Ok. Ouais.
Il parle français. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir une base solide de clients courant juillet-août, j'aurais dit bon, en fait, j'ai cette activité-là, je ne vous l'ai pas dit encore, mais je me lance sur ça. En fait, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient me dire, que je prenne cette décision un peu risquée et tout. Mais du coup, j'attendais à avoir des résultats pour qu'ils soient quand même rassurés et qu'ils ne disent pas. En gros, je ne voulais pas qu'ils soient inquiets que je fasse une folie. Parce que comme ma copine, elle pouvait comprendre, parce qu'elle voyait déjà les résultats. Alors que mes parents, ils ne sont pas du tout dans ce domaine-là. Et je pense qu'ils auraient eu du mal à comprendre au début, à projeter. Et je ne voulais pas leur créer d'inquiétude de ce côté-là. Ok. Qu'est-ce qu'ils t'auraient dit, tu penses? Si tu leur avais dit? Je pense qu'ils m'auraient quand même soutenu. Ok. Mais toujours avec cette inquiétude qu'ils ne m'auraient pas transmis, ils ne m'auraient pas mentionné, mais qui seraient quand même présentes chez eux. Ouais. Tu l'aurais senti qu'ils étaient inquiets? Ouais. Tu penses? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont dit du coup quand tu leur Non, as après, annoncé? ils étaient trop heureux. Mais au contraire, ils m'ont dit ouais, pourquoi tu nous as pas dit et tout. Mais je pense qu'ils auraient quand même eu l'inquiétude et je voulais pas leur créer d'inquiétude de ce côté-là. Mais ils sont trop heureux. Je leur dis ce que je fais. Ils voient que je suis épanoui. Et là, franchement, je vis des meilleurs moments de ma vie. Enfin, je suis super épanoui dans ce que je fais. En fait, tout ce que je fais, d'un point de vue pro, me correspond. Donc, forcément, il y a toujours des tâches que tu subis un peu quand il faut envoyer des mails, faire un peu d'admin et tout. Bon, toi, tu kiffes apparemment. Non, mais j'ai pas le choix. Ouais. Mais il y a toujours des tâches un peu pénibles. Mais je me dis, à la fin de la journée, tout ce que je fais, l'impact que j'ai un peu sur les gens qui regardent mes vidéos, ben, c'est tout bête, mais j'ai publié une vidéo d'une minute gratuite, ça peut-être donne une idée de travailler une certaine problématique qui aide une personne à améliorer sa douleur. Les clients qui travaillent avec moi, ils ont des bons résultats, ils sont satisfaits. Parfois, en quelques semaines, quelques mois, on règle des problématiques qui durent depuis des mois, voire des années, parce qu'ils ont fait le bon choix de s'entourer de quelqu'un qui connaisse le sport. Et moi, je voyais déjà un peu ce qui posait problème. Donc en fait, tout ce que je fais me correspond, donc je pense que ça, c'est aussi le bonheur, quoi. Bah oui, c'est sûr que ça fait... Quand tu es épanoui dans ton travail, t'as, entre guillemets, tu vois moins cette action comme une obligation. C'est ça. Tu as moins de contraintes, du coup tu es plus efficace, au final tu travailles plus. Ouais. C'est un cercle vertueux vraiment, et c'est que du positif après, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du coup j'imagine qu'aujourd'hui ils doivent être aussi contents que tu aies fait ça, parce que ça te permet de revenir vivre en Andorre, si je comprends bien, pour aider tes parents, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais, là-dessus? c'est ça. Alors du coup, moi j'ai grandi en Andorre et là, la situation fait que je rentre vivre en Andorre. Ma compagne va faire des d'ostéo à Paris, du coup, j'irai la visiter. Bref, je ferai des allers-retours. Mais ce qui fait que moi, je rentre vivre en Andorre parce que je peux travailler là-bas. Déjà, donc il n'y a pas de problème sur ça. Deuxièmement, c'est vrai que j'avais envie de revenir plus souvent et d'être plus souvent là-bas. Et troisièmement, on va pas se mentir, là-bas, la situation fiscale est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de laxité d'un point de vue fiscal, c'est beaucoup plus avantageux. Donc, vu que j'ai envie d'être là-bas et que je peux faire mon travail de là-bas, pourquoi je vais me priver de... là-bas, revenir chez moi et pouvoir forcément augmenter mes revenus net à même chiffre d'affaires, ce qui permettra de faire du meilleur contenu, pouvoir aider plus de monde et potentiellement pouvoir aider mes parents avec certaines charges. Donc ça sera pas mal. Ils doivent être contents que tu puisses retourner là-bas les aider, entre guillemets. Ça doit vraiment leur faire plaisir au final. Donc ça c'est fort. De toute façon, je sais que oui, je vais peut-être gagner plus. Après, sur mon niveau de vie, ça va pas changer grand-chose. Je mange, je m'entraîne et ça s'arrête là. Moi, je suis très heureux comme ça. Mais c'est vrai que ça va me permettre de créer, comme je te dis, du meilleur contenu, pouvoir peut-être développer Relief Rehab. Là, je commence du coup à travailler avec un deuxième kiné. Pourquoi pas dans un futur prendre un troisième qui veut commencer le distanciel, mais qui n'a pas envie de se lancer de son côté, je pourrai l'accompagner comme vous faites avec les gars, quoi. Donc en fait, c'est que du bénéf et que tout le monde soit gagnant. Ok, hyper intéressant, c'est un sacré parcours au final, c'est ultra stylé. Sur les réseaux, donc aujourd'hui ça fonctionne vraiment bien. Sur Relief Rehab, vous avez combien t'as de personnes en accompagnement, combien t'as d'abonnés? Parce que ça, c'est une croyance aussi pour certaines personnes, qu'il faut avoir beaucoup de monde pour avoir
beaucoup d'abonnés. Comment ça se passe aujourd'hui et au début, pour avoir, on va dire, tes premiers patients clients, tu avais combien de personnes Ouais. qui te suivaient? Alors, on va commencer en ce moment-là, j'ai 3000 personnes qui me suivent, 3000, 3100 dans ces eaux-là. Et en termes de quantité de clients, entre Maxime et moi, on couvre 32 personnes. Ok. 32 personnes, donc 32 suivis. Et pour que tu aies un ordre d'idée, mon premier client, c'était Maxime, d'ailleurs, avec qui maintenant je travaille. Je crois que j'avais 300 abonnés. À partir quand j'ai commencé à vivre, de ça, à me dégager un salaire pour mes besoins de base, sans devoir forcément faire beaucoup d'efforts ou beaucoup de restrictions, mais à vivre normal, je pense que je devais avoir, 1700 max. Ok. Sans forcément être très agressif au niveau de la com. C'est quelque chose que je n'aime pas et c'est pas naturel chez moi. Mais je pense que même avec moins, en optimisant un peu plus le travail, on peut très bien vivre. Donc, ou avoir quelques suivis quand même. C'est quoi la clé que tu donnerais, toi? Juste avoir vraiment l'intention profonde, au-delà du retour qu'on peut avoir, vraiment avoir l'intention d'aider les gens. Je pense que ça, les gens, ils le voient. Parce que maintenant, il y a tellement de gens sur les réseaux qui cherchent à vendre et être présents uniquement pour vendre, qu'on développe une sorte de capteur, de sixième sens, de se dire lui, ce gars, il est pas net, tu vois. Alors que vraiment, quand tu as l'intention d'aider les gens, au-delà de après ce qu'eux, ils puissent te rapporter, vraiment, ça, les gens, ils le sentent. Ça, les gens, ils le sentent. Et moi, c'est quelque chose que je me répète tous les jours, de me dire, OK, tu as publié une vidéo, tu sais pas ce que ça va te rapporter, mais il y a une personne à qui tu vas aider. Et peut-être ça ne sera jamais un client, mais c'est quelqu'un qui, en fait, ne t'oubliera pas pendant les prochains mois et qui, peut-être, un ami à lui, il se blesse, il dira, bon, va voir lui ou va voir l'autre. Et en fait, ça finit par revenir vers toi. Et même si ça ne revient pas vers toi, dans une situation, ça reviendra vers toi dans une autre. Mais je suis convaincu que si tu pars de cette intention-là et qu'en plus tu es bon dans ce que tu fais, en fait, c'est pas que l'échec n'est pas une possibilité, mais tu réduis grave tes chances que ça se passe bien, quoi. Que ça se passe pas bien, quoi. C'est sûr. Ouais. Ok, Donc, très intéressant. je dirais ça. Et du coup, donc là, d'abord, tu faisais beaucoup d'accompagnement. Et donc, tu nous disais tout à l'heure que tu allais faire un séminaire. Ça, c'est peut-être le mi-présent, mais aussi le futur, du coup, de Release Rehab. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Qu'est-ce que tu proposes? Quel retour tu as eu en amont quand tu as annoncé le truc? Quelles sont les peurs que tu as eues, le fait de proposer ça? Ouais. Là, je commence en effet à lancer des séminaires de mon côté. Donc, c'est autour de la réhabilitation des blessures en force athlétique. Donc, c'est dirigé soit à des coachs qui ne veulent pas forcément faire que de la réhab ou avoir des connaissances d'un point de vue médical pour leur athlète, mais déjà avoir une idée des différentes problématiques qu'on peut retrouver et voir s'il y a des choses qu'ils peuvent mettre en place d'un point de vue préventif pour leur athlète. Et c'est aussi axé vers des kinés qui veulent travailler dans les sports de force ou qui ont souvent des patients qui font ce type-là de sport, mais que, en vrai, on va pas se mentir, même dans les formations post-diplôme, on parle très rarement de sport de force. On voit plus tout ce qui est foot, rugby, parce que c'est plus fréquent. C'est des sports mineurs. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à développer de ce côté-là, parce que même sur Internet, il n'y a pas beaucoup de ressources pour bosser sur ça et avoir des ressources spécifiques au sport de force. Donc je me suis dit, écoute, tu as accumulé quand même 2 ans d'expérience. C'est peut-être pas beaucoup, mais je pense que j'ai cumulé une bonne expérience en 2 ans. Et je pense qu'il y a des choses que je peux partager. Je n'ai pas peut-être toutes les infos, je n'ai pas la scientifique surtout, mais je pense que je peux aider soit les coachs, soit les kinés qui veulent s'initier dans ce travail-là, à avoir quand même quelques éléments qui puissent aider davantage eux et leur athlète. Donc je commence à lancer ça. Il y a aussi le fait d'avoir été, j'étais pendant 1 an formateur chez Kinesport, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, le fait de me former à être formateur. Je ne sais pas si sans ça, j'aurais pas attendu un peu plus pour lancer les séminaires de mon côté. Mais voilà, c'est sûr que là, je me sens à l'aise pour pouvoir proposer ce type-là de séminaire. Après, peur,
Non, à ce moment-là, j'ai pas. Je sais que ça va bien se passer parce que je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Donc voilà. Et comment ça s'est passé? Honnêtement, j'ai eu... Enfin, l'idée, je l'ai toujours eu de me dire, ça va être la prochaine étape, ça arrivera un jour. Ok. Un jour, je me suis dit, je vais tâter le terrain, je vais mettre une story, il y avait une question-réponse. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que tu trouves tes ressources, tes infos, etc. Tu voudrais pas lancer une formation, un truc comme ça? J'ai mis une story en mode qui serait intéressé par une formation, tâter un peu le terrain. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonnes de réponses positives en me disant ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Donc je me suis dit, ça va intéresser pas mal de monde. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler dessus. Ok, donc ça c'est le présent aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu vois pour le futur? Bon, pour l'instant, continuer à développer les suivis, le stabiliser davantage. Bon, pour moi, c'est quand même assez stable. J'ai quand même une base de plus de 25 athlètes. Mais aussi le stabiliser pour Maxime, avec qui je commence à collaborer. On ne sait jamais si un jour on prendra une troisième personne, mais c'est sûr que continuer à faire en sorte de pouvoir aider plus de powerlifters et faire en sorte aussi d'aider d'autres kinés ou d'autres coachs à avoir des outils pour mieux gérer toutes les douleurs qu'on peut rencontrer en force. Donc je dirais continuer à développer ces deux axes-là et après on pourra se projeter peut-être sur d'autres idées. Pour l'instant, je veux vraiment me concentrer à fond sur ça. Un objectif après l'autre, c'est déjà très important. C'est déjà pas mal. Ok, pour finir sur ce petit échange qu'on a ensemble, qu'est-ce que tu conseillerais à un kiné, jeune kiné ou ancien kiné qui se sentirait frustré un petit peu du système pour essayer de changer ça? Ne pas subir le système, ça éteint la flamme. Ok, c'est simple et efficace. Ouais. C'est sûr, ça éteint la flamme. C'est vrai. De toute façon, tu le vois, les kinés qui travaillent depuis des années, qui sont passionnés, tu vois qu'il y a des choses qu'ils subissent et des choses qui éteignent la flamme. Et il y a des jours où, c'est bête, mais il y a des jours où même si il n'y a pas des choses qui se passent super bien au cabinet, tu te dis ouais, je suis pas content à la fin de la journée de la rémunération qu'on a, de tout ce qu'on veut, des conditions de travail, quand tu aides quelqu'un, tu as toujours cette flamme, tu vois, de dire en fait, ce que je fais, ça sert vraiment à quelque chose. Donc voilà, ne pas laisser éteindre cette flamme et faire en sorte de laisser le feu. Comment il pourrait faire? Forcément, moi je leur conseille de s'orienter vers la TT School, mais sinon, si c'est pas le cas, sans parler de ça. Non, sans parler de ça, faire en sorte de créer un système, des actions qui leur correspondent en fait, que ce soit en distanciel, en présentiel, mais mettre en place des choses qui à la fin de la journée, ils vont dire ok, je travaille comme ça, je suis tout à fait ok avec mes conditions de travail, peut-être il y a 2-3 trucs qui vont pas aller, mais je sens que dans le global, moi je suis bien, mes patients sont bien et tout le monde est gagnant. Donc essayer de faire en sorte que, voilà, même s'il y a toujours des inégalités d'un côté ou de l'autre, faire des choses qui te correspondent par rapport à tes valeurs et tes façons de travailler. Je pense que c'est la façon d'être le plus épanoui, de toute façon. Ok, je partage entièrement ton avis en tout cas. Donc, parfait. Écoute, merci Brian pour cet échange. Pour les personnes qui veulent suivre Brian, du coup, ça sera principalement sur Instagram. Le compte c'est Relift Rehab, si je dis pas de bêtises, avec un petit tiré. Lift, c'est point réhab. Ah, point réhab, pardon. Ouais. Je sais que jusqu'à il y a pas très longtemps, je ne savais plus si c'était point ou tiré. Ah, ok, d'accord. Mais ouais, c'est point. Ok, donc pour ceux qui veulent suivre Brian sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire sur relift.rehab, voir un petit peu comment finalement communiquer sans se travestir, entre guillemets, parce que je sais que toi tu détestes le putaclic en plus. Ouais. C'est pas du tout ton truc. Après, il y en a qui le manient très bien et ça peut aider, il ne faut pas non plus diaboliser ça. Mais en tout cas, franchement, bravo pour ton parcours. Toute cette transition psychologique que tu as pu faire aussi ultra rapidement, c'est très inspirant. Et puis bravo aussi pour pouvoir retourner dans ta famille aussi pour les aider. Ça, je pense que c'est quelque chose de très fort. Ouais. Y a beaucoup de kinés qui ont cette problématique avec vis-à-vis de leur famille. Et voilà, c'est plus avec tes parents, c'est plus rare que des kinés qui ont cette problématique avec leurs enfants. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être très valorisant en tout cas d'un point de vue personnel. Donc je pense que c'est une super expérience que tu vas vivre prochainement en Andorre en tout cas. Merci pour cet entretien. Ouais. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel
épisode de podcast avec un super kiné passionné. Ça fait toujours plaisir. Yes. Allez, ciao. Je te rappelle que si tu as envie de rejoindre la Training Therapy School ou que tu as tout simplement envie d'en savoir plus, on te donne rendez-vous ce dimanche 8 septembre à 18 h pour une masterclass en live totalement gratuite. À la fin de la conférence, on te présentera en détail la Training Therapy School et on te dira comment candidater parce qu'on n'accepte pas tout le monde dans cet accompagnement. Et on veut vraiment des kinés passionnés et motivés. Et puis surtout, avant ça, on te partagera gratuitement tout le système qu'on utilise nous-mêmes chez Training Therapy pour générer plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par mois avec les suivis à distance, ainsi que nos secrets pour trouver des clients facilement et ne pas les faire fuir au moment où on propose nos services. Puis évidemment, tous nos petits tips et astuces, parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ça à temps plein et bien plus à temps partiel. Donc ça te permettra d'éviter de faire pas mal d'erreurs. On se dit à dimanche.